Il est 9h30 à Paris, 2 heures de moins à Conakry et en temps universel. Et c'est le retour de Céline Pellarin pour l'actualité africaine avec à la une le début des concertations nationales en Guinée. Et qu'attendent les Guinéens de cette discussion entre la junte à l'origine du coup d'État et les forces vives du pays? Les militaires du CNRD commencent par recevoir aujourd'hui les partis politiques et les chefs religieux. Des concertations nationales pour élaborer ensuite la feuille de route de la future transition dont l'ONU ne réclame aucune durée mais souhaite, je cite, un délai raisonnable. Au Burkina Faso, depuis le mois d'avril, une intensification des attaques djihadistes est constatée par le Conseil norvégien pour les réfugiés qui répertorie plus de 275 000 déplacés supplémentaires. L'ONG alarme sur leurs besoins humanitaires qui va croissant mais qui ne suit pas. Au Sénégal, 2 des fondateurs du mouvement civil Y'en a marre sont en détention. Simon Kouka et Kilifeu attendent désormais de savoir si la justice va désigner un juge d'instruction dans leurs affaires de trafic de passeports et d'escroquerie sur visa. Coup d'envoi aujourd'hui en Guinée d'une série de concertations nationales après le coup d'État qui a renversé le 5 septembre dernier le président Alpha Condé. La junte, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, va rencontrer jusqu'à vendredi les forces vives du pays. Et pour la toute première réunion qui a lieu ce matin, ce sont les partis politiques qui sont conviés au Palais du Peuple à Conakry. Et puis ce sera le tour des chefs religieux d'être reçus cet après-midi. Alors, qu'attend la population guinéenne de ces concertations nationales? Écoutez les témoignages qui ont été recueillis à Conakry par notre envoyé spécial Charlotte Hydrac. La télévision est allumée dans cette boutique du quartier de Coléa. Sur une chaise en plastique, Fakoli Konaté, juriste, y jette un œil tout en consultant son téléphone portable. Il suivra avec attention les concertations nationales. Pour moi, c'est une bonne chose. Peut-être que ça leur permet d'identifier les besoins des différentes composantes qui composent la société guinéenne pour essayer de faire une cartographie s'il faut dans le cadre de la mise en place, n'est-ce pas, de leur plan de développement. Une initiative appréciée aussi par ce fonctionnaire. Mais attention, dit-il, malgré le calendrier serré, 4 jours au total, les participants devront prendre le temps de s'écouter. Si nous nous référons des autres transitions, ça a été très mal entamé et nous souhaitons cette fois-ci que les questions fondamentales soient beaucoup plus discutées. Mais il ne faudra pas qu'on se précipite. Le RPG, parti d'Alpha Condé, prendra part à ces concertations pour une prise de contact, selon son secrétaire administratif. Une bonne chose pour ce militant, impatient d'y voir plus clair sur les intentions des militaires. La junte, d'aucuns pensent qu'ils viennent pour libérer la population. Mais est-ce que c'est réellement ça? Quels sont leurs motifs? Quels sont leurs plans? Ils sont là pour quand? On ne sait pas. Les partis politiques sont les premiers conviés ce matin à partir de 10h, suivis des chefs religieux cet après-midi. Charlotte Hydrac, Conakry, RFI. Et pour les putschistes guinéens, ces concertations, eh bien, c'est l'occasion d'écouter les voix des forces vives du pays avant de présenter leur feuille de route et les modalités de la transition afin de rendre le pouvoir aux civils. Et pour l'instant, l'ONU se garde de préciser un délai. En visite hier à Conakry, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Nadif, a insisté pour que les civils reviennent au pouvoir, je cite, dans un délai raisonnable en Guinée. Le bilan de l'attaque d'un convoi militaire dimanche dans l'est du Burkina Faso a fait une 6e victime selon les autorités. Ce sont des gendarmes qui ont été visés dans une embuscade entre Sakoani et Matiakoali, c'est près de la frontière avec le Niger. Les soldats escortaient un convoi de citernes de carburant au profit de la société minière Semafo Bongo. Des attaques djihadistes au Burkina Faso qui ont également provoqué la mort d'au moins 480 civils entre les mois d'août et le mois de mai selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. L'ONG qui s'alarme de l'augmentation du nombre de déplacés ces derniers mois, plus de 275 000 personnes supplémentaires. Au total, on recense au Burkina Faso près d'1,5 million de personnes qui ont été contraintes de quitter leur domicile en raison des attaques et des personnes qui subissent la faim également, faute de réponse suffisante, faute de réponse rapide de l'aide humanitaire. C'est ce que déplore Tom Percosta, il est le porte-parole régional du Conseil norvégien pour les réfugiés. Depuis avril, on assiste à une recrudescence de la violence assez forte. Donc une situation très précaire pour les déplacés dans une période qu'on appelle la période de soudure, où les greniers sont quasiment vides. Il n'y a plus grand-chose à manger avant la prochaine récolte. Tout ceci crée un climat extrêmement précaire pour se déplacer qui, en plus, ne bénéficie pas d'une aide humanitaire adéquate.
principalement à cause du manque de financement, mais aussi à cause du manque de capacité des autorités burkinabées qui tardent dans l'enregistrement des nouveaux déplacés. La situation n'est pas bonne. On a à peu près 8 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger, c'est à peu près une personne sur 3, et près de 3 millions de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë, que l'on peut qualifier de personnes qui sont actuellement dans la faim. Partout où nous sommes allés récemment, que ce soit à Dori ou à Waïgouya, qui se trouve dans le nord du pays, à chaque fois que nous posions la question aux déplacés, qu'est-ce qui vous manque? Le premier mot qui leur venait à la bouche, c'était nous avons faim. Donc c'est vraiment la faim qui cristallise la crise humanitaire au Burkina Faso actuellement, c'est vraiment le besoin principal. Tom Percosta, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, il était joint par Charlotte Cosset, l'ONG qui appelle les autorités burkinabées à plus de flexibilité afin de permettre, je cite, d'apporter une aide humanitaire plus rapide aux déplacés. Les services de sécurité libyens annoncent avoir arrêté un ressortissant somalien. Il est soupçonné d'être impliqué à Tripoli dans des opérations de trafic d'êtres humains. Et à l'approche des élections générales qui sont prévues pour le 24 décembre, les autorités libyennes multiplient les opérations contre le crime organisé. Ouda Ibrahim. Il s'appelle Hassan Qidi. En plus d'avoir séquestré, violé et torturé des migrants pour soutirer de l'argent à leurs proches, ce Somalien est accusé par le procureur général d'en avoir tué volontairement plusieurs dizaines à des fins de trafic d'organes. Plus de 250 migrants illégaux étaient séquestrés chez lui à Tripoli dimanche lors du raid d'une brigade de sécurité. Le même jour, toujours selon le procureur, un trafiquant libyen connu sous le nom de Haj Hakim a été arrêté dans la ville de Hajailat à 80 km à l'ouest de Tripoli. Il est accusé, lui aussi, de torture et d'extorsion sur des migrants venant d'Égypte. Les images violentes de ces jeunes séquestrés et torturés ont choqué à Tripoli et au Caire. Hassan Qidi et Haj Hakim ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Plusieurs autres trafiquants recherchés à l'international sont toujours en liberté, comme Ahmed Al-Dabbashi, Al-Ammo, Mohamed Salem Bahroun, alias Al-Far, et Abdelrahman Milad, alias Al-Bidja. Ce dernier, après quelques mois en prison près de Tripoli, a recouvré sa liberté sans être jugé. Il est toujours officier de garde-côte libyen. Ouda Ibrahim. Au Sénégal, 2 rappeurs, 2 membres fondateurs du mouvement citoyen Y'en a marre, déférés au parquet hier, attendent en détention de savoir si un juge d'instruction sera saisi pour les affaires dans lesquelles ils sont poursuivis. Simon Kouka, poursuivi pour trafic de passeports, et Kilifeu, lui, l'est pour escroquerie sur visa. À Dakar, les précisions de Théa Olivier. Les rappeurs et activistes Simon Kouka et Kilifeu sont toujours en détention après une journée passée hier au tribunal. Le procureur a décidé un retour de parquet, c'est-à-dire qu'il a estimé que le dossier n'était pas assez complet pour aller vers une comparution immédiate et il les a renvoyés à la police. L'un de leurs avocats, Maître Bamba Cissé, explique que le procureur pourrait saisir un juge d'instruction dès aujourd'hui. Dès qu'il reçoit le dossier, il constate qu'il y a des éléments supplémentaires à rechercher et il décide de les envoyer en information judiciaire. Et je pense qu'on ira vers ça. Simon Kouka, poursuivi pour trafic de passeport, risque 5 à 10 ans de prison. Kilifeu est lui poursuivi pour escroquerie sur visa, un délit qui peut valoir jusqu'à 1 an de prison ferme. Mais aujourd'hui, une information judiciaire est démesurée selon leur avocat Maître Cissé, qui rappelle que ces 2 membres fondateurs de Y'en a marre se sont illustrés par des prises de position régulières critiques contre le pouvoir. C'est une affaire très simple de droit commun. Il n'y a pas de quoi rechercher quelques éléments supplémentaires que ce soit. Il s'agit de faits qui sont contestés par Kilifeu et Simon du mouvement Y'en a marre. Aucun élément du dossier ne permet de dire qu'ils sont impliqués dans une activité quelconque de trafic de visa. Mais la politique n'est pas étrangère à cette affaire-là. 2 députés de la majorité présidentielle sont aussi cités dans une affaire similaire de trafic de passeports diplomatiques. Théa Olivier, Dakar, RFI. Lors de la rentrée des classes en Côte d'Ivoire hier, près de 7 millions d'élèves étaient présents, mais il manquait beaucoup d'élèves qui étaient confrontés au phénomène de la précarité menstruelle en milieu scolaire. De nombreuses jeunes filles qui ont leurs règles, elles n'ont pas accès à des serviettes hygiéniques, faute d'informations ou de moyens financiers pour en acheter. Et cela a des conséquences sur leur parcours scolaire. Un absentéisme qui a de multiples conséquences en Côte d'Ivoire, mais également dans de nombreux pays du continent. Les précisions à Abidjan de Pierre Pinto. Selon l'UNESCO, en Afrique subsaharienne, une fille sur 10 ne va pas à l'école pendant son cycle menstruel, ce qui correspond à 20% de temps scolaire perdu chaque année pour elle. Madou Soutouré, présidente de l'ONG SMEDSI, soutien aux mères et enfants en détresse, en a fait l'un de ses combats. Les serviettes hygiéniques ont un coût. En Côte d'Ivoire particulièrement, ça commence de 500 francs à plus.
Le kilo de riz aussi, c'est à peu près 500 francs. Donc, les femmes en situation de précarité préfèrent acheter le riz que d'acheter ces serviettes-là pour se protéger. Et il y a des filles dans le Nord qui ne partent pas, puisque c'est tabou. On n'en parle pas. Et tu vas pas aller à l'école avec la robe tachée. Donc, du coup, elles restent à la maison et pètent des heures de cours. Smedsi distribue régulièrement des protections hygiéniques à la MACA, la prison d'Abidjan. Mais les distributions ponctuelles dans les écoles par les ONG relèvent davantage du symbole et ne sont pas une solution. L'ampleur du problème nécessite une aide du gouvernement, plaide Madou Soutouré. Si on pouvait détaxer ces produits-là, on allait avoir une plus grande accessibilité à ces produits. Et il y a plein de filles qui n'allaient pas rater l'école. Donc c'est un plaidoyer vis-à-vis de l'État du Côte d'Ivoire. Au-delà de l'accès aux protections, les solutions à la précarité menstruelle passent aussi par l'information des jeunes filles et leur accès à des sanitaires adaptés dans les écoles notamment, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines zones rurales reculées. Pierre Pinto, Abidjan, RFI. Et des élèves retrouvent la liberté dans le nord du Nigeria, dans l'état de Zamfara. Plus de 70 enfants, leurs enseignants, enlevés début septembre, ont été libérés par leurs ravisseurs. Le Zamfara, c'est un état où les militaires nigérians ont lancé plusieurs opérations contre les groupes armés locaux, dits des bandits, qui multiplient des attaques et des kidnappings depuis maintenant de nombreux mois. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, redoute que le conflit dans la région éthiopienne du Tigré ne se propage à toute la corne de l'Afrique. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, ex-présidente du Chili, appelle toutes les parties à mettre immédiatement fin aux hostilités sans conditions préalables et négocier un cessez-le-feu durable. Ce qui préoccupe la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est que le conflit commencé le 4 novembre 2020 entre les forces fédérales d'Addis Abeba et les rebelles tigréens s'est étendu à deux autres régions, celles de l'Afar et de l'Amara.